Bonjour à tous. Olivier Stocker, je travaille à l'Université Laval sous la direction d'Éric Gilbert et rattaché au Centre de recherche en intelligence, en données et en intelligence géospatiale, CRDIG. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup Québec Simulated Forest. Donc, je vais partir du besoin, de pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de créer ce jeu de données, comment est-ce que ce jeu de données a été créé, un peu les rouages de ce qu'il y a à l'intérieur. Les applications qu'on est en train de réaliser et ce qu'on planifie pour la suite vis-à-vis de ce qu'on a déjà comme résultat. Alors, j'aime bien commencer mes présentations par ce graphique-là, cette image-là. En gros, ça montre bien que toute la population du Canada est très inégalement répartie sur l'ensemble du territoire canadien, avec 80% de la population qui est à moins de 100 km de la frontière des États-Unis. On se demande pourquoi. Mais le résultat, c'est qu'en fait, on a beaucoup de terrains qui sont pas du tout gérés. Et qui dit terrain pas géré, dit aussi forêt non gérée, et en l'occurrence beaucoup de forêts boréales. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, il se passe beaucoup de choses, en l'occurrence des feux, et on a besoin en fait de comprendre ce qui s'y passe dans ces territoires-là. On a besoin d'avoir un suivi constant. Alors bah, pour ça, lidar aéroporté, ça reste quand même ce qui se fait un peu de mieux, surtout au vu du ratio optimal entre couverture et résolution, du fait qu'on a vraiment des informations qui sont utiles, qui nous sont données par le lidar. Et bon, vous le savez tous, on a vu beaucoup d'applications forestières qui ont été permises grâce à ce type de données-là. Le problème, c'est que la donnée lidar, ça reste une donnée de géométrique surfacique. Donc, si vous faites l'acquisition et que vous donnez ça à un écologue, il va faire un AVC, il ne sait pas quoi faire de ces données-là. Donc, on a besoin de rajouter une opération entre les deux, qui est une opération de sémantisation, pour pouvoir donner des choses utiles aux écologues. Ce qui se fait de mieux en outil de sémantisation en ce moment, c'est le deep learning. Euh, Problème, c'est que le deep learning a besoin d'énormément de quantité d'annotation. Alors, si pour les milieux urbains, les efforts de création de jeux de données ont déjà été faits et qu'on a énormément de datasets qui sont disponibles, ben, ce n'est pas le cas en fait pour le milieu forestier. D'une part parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux économiques et d'autre part parce que en fait, l'environnement 3D est quand même très complexe. C'est très difficile de séparer les uns par rapport aux autres. Et si vous voyez la dalle que je vous ai montrée juste au préalable, il y a déjà des classifications qui existent, en l'occurrence celles qui sont fournies par le MRNF. Par contre, elles sont quand même de faible qualité, euh, tant en termes de labellisation sémantique, parce que là on a deux classes, sol, non-sol, et même le non-sol peut être douteux, entre guillemets, parce qu'on a quand même des points bleus qui sont sol. Donc utiliser ça pour faire du deep learning derrière, ça a peu d'intérêt. Donc un peu l'idée de ma thèse, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là? Et c'est de se dire, bah, en fait, on pourrait faire ça à base de simulation informatique. Alors pourquoi la simulation informatique? Parce que c'est déjà quelque chose qui existe, qui est fait couramment en vision par ordinateur. Je vous cite l'exemple du dataset très connu ShapeNet, qui est un dataset complètement virtuel, qu'il y ait transfert entre simulation et réalité est quand même possible. Si vous regardez l'exemple du dataset Flying Chair, où en gros l'idée c'est de faire voler des objets 3D devant un background réaliste, ça suffit à un réseau à apprendre ce que c'est un flux de scène, donc des mouvements en fait dans des images. Et ça existe déjà pour LiDAR. En gros, il y a des travaux qui ont été faits sur, ils ont utilisé le moteur 3D de GTA pour entraîner des algorithmes, pour réaliser des simulations, entraîner des algorithmes. Donc ça existe déjà, c'est possible de le faire. Alors dans mes travaux, on est parti sur l'utilisation de du logiciel Helios++. Alors il existe plusieurs logiciels de simulation, mais en tout cas Helios++, c'était ce qui avait le meilleur compromis entre rapidité de simulation et qualité de la simulation et qui permet du coup de générer aussi bah, l'identifiant de chaque objet qu'on a touché et donc la classification derrière. Alors, petite interlude pour bien comprendre quand on fait la simulation pour le deep learning, il y a deux objectifs qu'on cherche à maximiser. Première chose, on cherche à réduire l'écart entre la simulation et la réalité, tout simplement faire que notre simulation soit réaliste, et d'autre part, de faire en sorte que notre simulation soit la plus informative possible. Et il se trouve qu'en fait, maximiser ces deux objectifs, c'est pas aussi évident et que des fois, quand on cherche à maximiser l'un, on va réduire l'autre.
En l'occurrence, vous voyez dans l'image que je vous ai présentée, travaux réalisés par des collègues de l'Université Laval, où en gros, ils cherchaient à détecter les troncs. En fait, il se trouve que détecter les troncs, bah, c'est quand même plus pertinent d'avoir une forêt où tous les troncs ne sont pas verticaux. Parce que si on avait une forêt classique où la plupart des arbres sont droits, en fait, c'est pas là où on a une simulation qui est la plus informative possible. Donc en gros, dans ce que je vais vous présenter, gardez bien en tête que je cherche à maximiser ces deux critères-là et pas seulement l'un des deux. Alors, comment ça se passe du coup cette modélisation, une fois qu'on sait qu'on va utiliser le logiciel Helios++? Dans un premier temps, il faut se mettre d'accord sur une composition forestière, définir un modèle 3D, et à partir de ce modèle 3D, on peut réaliser la simulation qui va nous générer en parallèle notre nuage de points et la vérité terrain qui est associée. Pour ce qui est de la composition, on est parti sur une composition assez simpliste d'épinettes noires et de sapins baumiers, qui représentent quand même une grande majorité des forêts du Québec. Et pour ça, on a utilisé la bibliothèque d'arbres qui a été créée par Jean-François Côté. En l'occurrence, ici, elle est composée de. Donc, j'ai récupéré 227 arbres qui ont été modélisés sous forme de QSM à partir de TLS et dont le feuillage a été réestimé via l'intensité. J'ai un petit peu simplifié ces modèles-là pour pouvoir les alléger et les faire rentrer. Et en fait, la création d'une placette se fait en combinant du coup ces modèles d'arbres avec une modélisation de la végétation basse, une modélisation du sol et un ajout des propriétés spectrales, en l'occurrence la réflectance des différents matériaux. Et ça, on le répète pas seulement pour une placette, mais pour énormément de placettes, en l'occurrence dans mon jeu de données, 65 000. Pour ce qui est de la modélisation de la structure spatiale, c'est-à-dire comment est-ce que les arbres sont positionnés les uns par rapport aux autres, euh, pour ce qui est du choix des modèles, la position et de leur rotation, tout ça c'est aléatoire. Par placette, c'est des positionnements aléatoires. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'on a une distribution des espèces et un nombre d'arbres qui évolue par gradient. C'est-à-dire que chaque placette est différente sur l'axe nombre d'arbres et distribution des espèces. Donc là, vous avez un exemple avec une placette qui a très peu d'arbres, avec pur en Picea mariana, et de l'autre côté, une placette où il y a 128 arbres, mais pur de l'autre espèce. Et vous pouvez retrouver tous les mixtes. Donc, par exemple, oui, vous avez aussi des placettes qui sont mixtes avec 5 arbres seulement, etc. Ça, c'est la façon dont on modélise la structure spatiale. Une fois qu'on sait comment on va positionner ces arbres, en fait, on va sélectionner un patch de 20 par 20 dans un des deux MNT que j'ai recréé à partir que j'ai recréé à partir d'acquisitions ALS que j'ai récupéré sur les données québécoises ou de Colombie-Britannique. J'ai juste classifié en fait le sol par SMRF en gardant une résolution de 10 cm. Et donc on vient sélectionner un patch, donc ça permet d'avoir une modélisation réaliste du sol. Donc j'ai pensé à sélectionner à chaque fois des jeux de données, des modèles, des MNT qui sont quand même assez irréguliers pour avoir vraiment un peu tout le panel de pentes représentées à l'intérieur. Pour ce qui est de la modélisation de la végétation basse, elle se fait par voxel turbide. Donc, c'est basé sur, pour savoir combien de végétation on est censé modéliser, je me suis basé sur du coup la littérature scientifique, où en gros on définit tout au long de l'année, donc de Day of the Year, la présence de végétation basse dans les forêts de, de sapins. Et j'ai converti ces données de LAI en Plant Area Density, ce qui permet d'avoir savoir combien est-ce que j'ai de, de feuilles en gros par voxel turbide, donc de régler le PAD de chaque voxel. La résolution est de 50 cm pour garder toujours les choses assez légères pour la simulation. Et il n'y a pas qu'un seul niveau de végétation basse, mais il y en a 20 avec des éclaircissements aléatoires dans cette végétation-là sur les 20 niveaux. Pour ce qui est des propriétés spectrales, pour les arbres, pour les aiguilles, on a fait des relevés sur terrain. C'est Marine Dupéra qui a fait ces relevés-là. Et pour ce qui est des écorces, on est allé retrouver ça dans la littérature scientifique. Ce qui est de la végétation basse, on s'est basé sur des données qui avaient été, qui ont été, des jeux de données qui ont été acquis en Finlande. Donc c'est aussi des forêts boréales. Parce que j'ai pas trouvé ces données-là pour le Québec, mais je me dis qu'on n'est pas forcément très loin. Donc pour la végétation basse, mais aussi pour le sol.
Ça, c'est l'équipe de Mina Rotianen. Voilà. Enfin, pour ce qui est de la paramétrisation de l'acquisition, les paramètres, donc c'est-à-dire comment est-ce que je vais réellement faire passer mon capteur au-dessus de mes placettes. Donc, pour le capteur qu'on utilise, on a un Rigel VQ780i avec fréquence de pulsation à 1000 Hz, balayage à 300 et un angle maximum de 30 degrés. Plan de vol 1000 mètres avec une vitesse classique. Et on a choisi de faire 3 passes avec pour objectif en fait qu'on ait du coup 60 points à peu près par mètre carré par passe et qu'une fois qu'on recombine ces passes-là, on est à 50 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes passes de l'acquisition, euh, leur positionnement aléatoire. Donc chaque placette va avoir des points de vue d'acquisition complètement différents. C'est aléatoire dans ce qui est possible de faire tant qu'on ne sort pas de l'angle maximum d'acquisition. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près 50 points par mètre carré parce que c'est ce qui se fait à peu près. Alors je sais, LIDAR HD, je suis pas sûr que sur les forêts, ce soit du 50 points par mètre carré, mais ça doit pas être très très loin. Mais en tout cas, en Colombie-Britannique, toutes les acquisitions qui sont faites, elles sont dans cet ordre-là. Québec, on a encore un peu de retard. Je pense qu'on peut encore redynamiser un peu ce qui se fait en termes de quantité d'acquisition, en termes de densité. Mais en tout cas, maintenant qu'on a notre modèle 3D qui est défini, qu'on sait comment est-ce qu'on va pas, on va passer au-dessus de la placette, on peut injecter toutes ces données-là dans Helios++, paralléliser pour pouvoir faire les simulations sur toutes les placettes, et ça nous permet de générer notre nuage de points qui est directement annoté. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par Compute Canada? Parce que si je devais faire ça sur mon PC, c'est à peu près 110 jours de simulation, mais en faisant ça intelligemment, on peut limiter à peu près 3 heures de simulation si c'est correctement parallélisé. Après, ça dépend toujours de à quel point Slurm veut bien nous faire passer dans la liste d'attente. Donc, ça nous a permis, tout ce processus-là, de créer QCSF. Donc, c'est 65 000 placettes qui représentent à peu près 26 km² de données. Et vous pouvez voir là à l'instant qu'en fait, on a une labellisation automatique. Donc ici, les instances d'arbres. Donc je sais quel point appartient à quel arbre. Je connais aussi la classe de chacun de mes points, donc son espèce, si c'est de la végétation basse, si c'est du sol. Je sais également si c'est j'ai touché un élément qui appartient au tronc ou un élément de feuille. Donc toutes ces informations, je les ai et elles sont intégrées dans le jeu de données. Et j'ai aussi des informations de réflectance. Donc voilà, donc toutes les placettes sont uniques, vous pouvez le voir ici avec ce petit échantillon-là. Et toutes ces placettes-là sont séparées en 3 jeux de données, entraînement, validation et test, sachant que les modèles d'arbres et les modèles de sol sont complètement isolés pour le jeu de données test. C'est-à-dire qu'entraînement, validation, on partage donc la même dalle de MNT et les mêmes modèles d'arbres. Par contre, test, c'est différent, donc il n'y a pas il n'y a pas de data leaking entre les jeux de données entraînement, validation et test. Donc maintenant qu'on a ce jeu de données, on peut enfin s'amuser un peu et voir un peu ce qu'il est possible de faire avec ce jeu de données-là. Donc en l'occurrence de savoir, bah, par exemple, quel est le meilleur algorithme de segmentation sémantique pour les forêts boréales. Donc malheureusement, j'ai pas encore les résultats finaux et la conclusion à vous donner, ce que j'aurais bien aimé. Mais en l'occurrence, on a déjà fait tourner sur MinQNet et c'est intéressant déjà de voir que en fonction de ce qu'on fait rentrer dans le jeu de données, dans l'algorithme, on va pas avoir les mêmes résultats. Et ça revient un peu aussi à ce que présentait Stéphane juste avant. Quand on rajoute l'intensité à juste mettre le X, Y, Z, c'est pas forcément beaucoup mieux. Quand on vient faire de l'augmentation de données, donc j'ai fait les mêmes augmentations que ce qu'a fait Stéphane dans ses données, sauf que j'ai rajouté aussi une troncature. En gros, je viens supprimer un cube de points à l'intérieur des nuages de points aléatoirement. Donc, le cube est positionné aléatoirement. Il y a de tailles différentes, il y a plusieurs cubes aussi. Donc ça vient supprimer de la donnée en fait. En tout cas, avec cette préparation de données, on a des scores qui sont quand même bien au-dessus, donc on gagne 5 points d'AMI/OU. Mais quand on combine l'intensité et la préparation de données, là on commence à avoir des choses qui sont vraiment pertinentes. Donc à voir si du coup ces conclusions tiennent aussi pour les différentes approches qu'on a prévu de faire tourner.
Donc là, oui, des résultats de segmentation sémantique, mais en fait, bah, du coup, vous l'avez bien vu, en fonction de la labellisation, on peut faire plein d'autres choses. On peut faire la segmentation d'arbres, la segmentation panoptique, c'est-à-dire combiner la segmentation sémantique et la détection d'instances, mais aussi se concentrer sur la séparation de feuilles et de bois. Ça, c'est ce que j'ai pas encore testé. Et je sais que vous avez une question qui vous brûle les lèvres, qui est, oui, alors c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que ton jeu de données, est-ce que mon algorithme entraîné sur mon jeu de données simulé, se transfère bien sur la donnée réelle? Alors on est allé en forêt Montmorency pour valider ça. Donc on a fait des acquisitions, 3 parcelles de 100 mètres carrés, donc du 10 par 10. On s'est limité à ça parce que c'était quand même assez intense de faire l'inventaire forestier plus le- le scan. En tout cas, on a sélectionné 3 placettes, une pure épinette noire, une pure sapin baumier et une mixte. On a réalisé du coup une acquisition drone par-dessus, parce qu'il y avait des données ALS qui étaient disponibles, la densité était trop faible. Mais en tout cas, avec du coup ces données drone, on les a annotées manuellement sur les placettes et on a sous-échantillonné ça pour coller à la densité ALS qu'a vu le modèle d'entraînement. Malheureusement, ça marche pas très bien. Là, vous pouvez voir du coup la placette mixte où vous avez les deux espèces qui sont présentes et en fait l'algorithme n'est absolument pas capable de détecter si ce n'est le moindre point de, euh, de, de sapin baumier. Alors, ça s'explique d'une part parce que j'ai quand même 227 modèles, ça reste quand même assez limité pour montrer à un algorithme toute la représentativité de formes possibles dans euh, de différentes espèces. D'autre part, on a quand même une grosse simplification de la physique du lidar, qui était quand même obligé pour pouvoir avoir ce niveau de simulation, et que la situation d'acquisition qui a été réalisée est quand même pas mal différente, déjà parce que c'était du drone qu'on a sous-échantillonné, et parce qu'aussi, le moment où j'ai pu faire mes acquisitions, il avait commencé déjà à avoir un petit peu de neige sur les sapins, ce qui fait que l'intensité n'est pas exactement similaire et qu'il y avait aussi un peu de vent, ce qui a une tendance à déformer surtout la cime des arbres au moment de l'acquisition. Là, c'est juste pour vous montrer la différence d'intensité, d'enregistrement d'intensité sur une placette entre la simulation et le drone. Donc en fait, on a une distribution qui est pas du tout équivalente. Alors si on regarde entre les points qui ont touché une espèce et les points qui ont touché une autre espèce, euh, on a les mêmes ordres de grandeur de décalage. On voit bien qu'il y a une différence entre la détection de genre la réflectance sur le sapin baumier est plus forte que celle sur le Picea mariana, donc l'épinette noire. Et ça, on le voit bien les deux entre drone et simulation. Donc ça reste cohérent. Par contre, la forme de la courbe est complètement différente. Donc ça, c'est un des problèmes qui est posé par ce type d'approche. Du coup, la suite de mes travaux, c'est essayer de résoudre un peu ce problème-là aussi. Et une de nos solutions, c'est d'utiliser du coup de l'autosupervision pour pré-entraîner notre réseau et le rendre un peu plus robuste à ces problèmes de décalage de données. Alors pour ça, on va utiliser, alors j'ai déjà pré-traité en fait toutes les données de Colombie-Britannique, on a téléchargé énormément de dalles, on a choisi une tâche prétexte de détection d'arbres individuels. Et du coup, une fois qu'on aura pré-entraîné ce réseau-là, on pourra du coup voir si euh, il est plus résilient que le modèle entraîné directement sur les données brutes. Si vous voulez télécharger le jeu de données, parce que pour l'instant il n'est pas encore publié, associé à une publication, ça devrait être, ça devrait être, je vise en fait de pouvoir le publier pour Civil Laser de 2025. Mais si vous voulez déjà avoir accès au jeu de données, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je serais ravi de pouvoir partager ces données-là. Donc voilà, merci beaucoup.